J'avais fait une démonstration que on allait être en pénurie de médecins à peu près en 2015-2020. D'accord. Et j'ai fait ça en 2004. Et donc j'ai vu 2 ministres. Et le deuxième m'a dit, écoutez, vous avez parfaitement raison. Le médecin, faire grève pour lui, c'est anti-nature. Et le métier de médecin, c'est vraiment un individualiste, quoi. Nous, on a le plus gros taux de suicide chez les cadres. Notre cerveau fonctionne avec des shoots de dopamine. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui est programmé pour fonctionner avec le plaisir. Tu sais, si tu crois que tu es dans l'amour divin, c'est que tu y es pas. C'est la dépendance, le côté sombre de ce monde. Les événements de la vie sont des cadeaux, quelle que soit leur nature. L'IA va résoudre les 3/4 des problèmes médicaux. Ah ouais, tu penses? Ah oui, mais c'est déjà fait par exemple en radiologie, c'est déjà fait en dermatologie, c'est déjà fait en laboratoire, c'est déjà fait. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre, il est médecin ORL. Il vient tout juste de quitter sa profession, il a eu plus de 40 ans de carrière. Il nous parle dans cet épisode du passé, du présent et du futur de la médecine, ainsi que de ce que la médecine lui a appris sur la vie, sur l'existence, son sens, ce que ça signifie, et pourquoi est-ce que dans la vie, même les étapes les plus difficiles sont parfois des cadeaux. Bonne écoute. T'as déjà fait des interviews, toi? J'ai fait il y a très longtemps. Ah! Mais à la télé, oui. Une Ok. fois, j'étais passé pour parler des grèves, des choses qu'on faisait. Parce que j'étais dans les syndicats, toutes ces choses-là, quoi. Donc j'étais passé une fois, sur RFO, je crois. Mais 5 minutes, même pas 3 minutes. C'était une petite interview, c'était pas grand chose. C'était pas sur un débat de fond, c'était juste pour dire la grève, pourquoi, etc. C'est tout bête. Ah, et t'étais dans les syndicats. Qu'est-ce qui a fait que tu t'étais engagé dans les syndicats? Bah, moi, j'ai toujours été engagé, de toute façon. Je suis un rebelle de nature, donc. J'étais toujours dans les syndicats, au Conseil de l'Ordre, aux unions. J'étais très investi partout. Et ça te tenait à cœur de faire ça? C'était quoi la raison? Si je vais au fond des choses, la raison première, c'était d'être davantage en contact avec mes confrères, si tu veux, et avoir une autre approche que médicale si tu veux, du monde médical, quoi. C'est-à-dire que je voyais un peu les médecins de l'autre côté, comment ils se comportent. C'était pour faire du lien, en fait. Parce que quand j'étais trésorier à l'ordre, je voyais comment les autres fonctionnaient. Comment j'exerçais tout seul, ça me permettait d'avoir un lien avec les autres confrères. Et puis en même temps d'occuper de la profession, parce que ça me permettait de m'occuper de la profession et d'être. Après, quand j'étais secrétaire aux unions, j'étais pendant 10 ans à l'ordre, 6 ans secrétaire aux unions. Et maintenant, je suis à la chambre disciplinaire depuis 14 ans. C'est-à-dire que je règle les problèmes de conflits entre les médecins, entre les patients et les médecins. Je suis rapporteur, si tu veux, au niveau de l'ordre. Okay. Et donc, j'ai dû démissionner de l'ordre pour pouvoir être à la chambre disciplinaire. Donc, je continue encore à la chambre disciplinaire. Je ne suis pas à la retraite pour la chambre disciplinaire. C'est ce qui est bien, un petit pied. Voilà. Tu as dit que tu as fait ça pour te rapprocher de ta profession et avoir un autre aspect sur tes confrères. Qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à ça? J'ai découvert comment ils fonctionnaient par rapport à moi, et puis j'ai vu qu'il y avait des différences de fonctionnement entre les confrères. La vision des choses n'était pas la même. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement d'une différence que tu as remarquée? La plus grosse différence, c'était lorsque je me suis battu pendant 3 ans pour pouvoir avoir une augmentation au niveau indexation géographique des actes techniques et des actes de chirurgie, si tu veux, parce que j'avais fait une démonstration que on allait être en pénurie de médecins à peu près en 2015-2020. D'accord. Et j'ai fait ça en 2004. Et donc, j'ai vu 2 ministres. Et le deuxième m'a dit, écoutez, vous avez parfaitement raison. Alors, j'ai calculé la pyramide des âges, l'évolution, les retraites, le coût de la surrémunération des actes de chirurgie technique. Enfin, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans. J'ai un gros dossier. Donc, ils m'ont dit, vous avez parfaitement raison. Je vous demanderai simplement de faire une grève pour motiver la décision.
Et donc j'ai dit, bah oui, d'accord, mais bon, je vais faire un sondage d'opinion pour voir si la grève allait être soutenue ou pas. Comme j'étais premier secrétaire, donc on a envoyé à tous les médecins un questionnaire à remplir, et là j'ai vu les réponses. Pourquoi est-ce que tu veux faire venir plus de médecins à La Réunion, gagner suffisamment notre vie, pourquoi tu veux Ils n'ont pas vu du tout le côté pouvoir s'associer, avoir une meilleure vie familiale, être moins dévoré par le temps médical, avoir plus de temps libre, pouvoir préparer aussi la retraite après, parce que quand on est deux, c'est plus facile. Enfin bon, ils n'ont absolument pas vu les avantages et donc la grève n'a pas pu se faire. Et donc c'est tombé à l'eau, fou comme ça. Donc là, tu découvres que les autres ne pensent pas forcément comme toi. Ce qu'on sait, a priori, on sait que chacun a sa façon de penser dans son monde, mais là, on se rend vraiment compte que bon, même devant quelque chose qui paraissait très cohérent et évident, hein, les gens n'étaient pas vraiment d'accord. Ok. Et c'était plus moi qui avais fait une démarche. Tout le monde était d'accord quand j'en parlais, mais pour le résultat final, quand il fallait passer à l'acte, de toute façon, le médecin, faire grève pour lui, c'est anti-nature. Un médecin, il a l'impression qu'il abandonne ses patients, il a l'impression que de toute façon ça va servir à rien. C'est un individualiste, il a du mal à se projeter dans une action collective. C'est très 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 le métier de médecin, c'est vraiment un individualiste, quoi. C'est pas on est dans une relation très personnelle avec son patient et on est très individualiste. Et donc on a des motivations qui sont particulières, quoi. C'est pour ça que tu as eu cette volonté justement de réintroduire une dimension collective avec ton engagement dans le syndicalisme pour justement cette profession-là. Oui, pour essayer de faire bouger les choses. D'ailleurs, on a obtenu des choses, hein. On a obtenu par exemple SOS médecins. Avant, les médecins généralistes étaient de garde, de tour de garde, les généralistes étaient de garde pendant au moins 2 ou 3 soirs par semaine, et puis ça roulait. Ils avaient une vie vraiment très très. Et après, on a fait venir SOS, et donc les médecins généralistes n'ont plus eu de garde la nuit. Ça a changé complètement leur vie. Waouh, ok. On a obtenu l'augmentation des numerus clausus pour les étudiants. Au départ, il y avait 17 postes. Maintenant, je crois qu'il y a 180 postes. Donc, à la fin du concours, il y a un nombre de postes qui est passé multiplié par 10. Ok. Et donc, c'était une action aussi qu'on a menée. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette réforme qui a été faite récemment sur la suppression du numerus clausus et la mise en place d'un examen? Le numerus clausus, c'est un faux problème. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on parle de suppression du numerus clausus. Ouais. Sauf qu'un médecin, ça se forme sur maintenant à peu près 12 ans, voire plus si on fait de la chirurgie, 15 ans. Et le problème, c'est la formation hospitalière. C'est-à-dire qu'il faut avoir des lits d'hôpitaux et des services qui peuvent accueillir les médecins en cours de formation. Et comme on n'arrête pas de supprimer les lits, supprimer les services, il y a de moins en moins de postes. Donc à la limite, il voudrait augmenter le numerus clausus, qu'après à la sortie, ils ne pourraient pas former les médecins, puisqu'il faut qu'ils soient dans des services pour être formés. Et les services se fermant, et le nombre de lits tous les ans diminue depuis maintenant 10 ans. Et encore cette année, malgré le Covid, il y a eu 6000 lits de moins hospitaliers. Donc voilà, si tu veux, il y a vraiment là une espèce de manipulation, voulant faire croire qu'on va faire ci, et en fin de compte, on ne peut pas le faire, quoi. Parce qu'il n'y a pas au niveau derrière l'hôpital qui suit, il n'y a pas ce qu'il faut pour accueillir les étudiants, tous les étudiants. Donc s'il y a une limitation par le haut, par la finalité, et pas seulement par le concours. Il faut mettre en harmonie le nombre de postes de concours et le nombre de postes à la sortie. Donc il y a un numerus clausus qui s'établit automatiquement du fait des possibilités de formation des médecins. Même si on a envie de les supprimer, le numerus clausus, on ne peut pas. Ce truc-là, ça me fait vraiment penser à l'idée qu'il y a un problème, mais qu'il est ailleurs, que le vrai problème est ailleurs. Il y avait, je ne sais pas si tu as lu, c'était un livre d'un médecin, son nom, je ne m'en souviens plus. Et il expliquait que dans les pays en développement, on voulait mettre l'accent sur le fait de multiplier le nombre d'hôpitaux dans certains pays, entre guillemets, en développement. Et il disait qu'en fait, ce n'était pas du tout une solution, parce qu'un problème avant de créer des hôpitaux, le problème c'est comment on accède aux hôpitaux. Et dans un monde où il n'y a pas de route,
où c'est difficile d'y accéder, où tu es très loin des centres urbains, en fait, ton Ouais. hôpital, il va servir à rien du tout. Ouais, c'est toujours pareil. Il y a le but qui est louable, et puis après, il y a la faisabilité qui se heurte à des problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges. Donc, ouais, c'est souvent comme ça. Toi, engageant dans le syndicalisme, comment tu as commencé qu'est-ce qui t'a fait te dire, allez, je vais me lancer dans ces études de médecine? Moi, au départ, je voulais pas être médecin. Ok. J'étais parti pour être architecte. D'ailleurs, c'est moi qui fais les plans de mes maisons, enfin, etc. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh, génial. J'ai même des maisons des amis, hein, j'ai fait des plans. Non. Ouais, ouais. Wow. Et bon, pas la construction, hein, les plans. Très bien. Et, si tu veux, ce qui s'est passé, qui est assez cocasse, c'est que je devais pour ça avoir une mention au bac. Et ma meilleure matière, là où j'étais plus fort, c'était la physique. J'étais en C, donc c'est ancien matélème, en C, et donc mon professeur de physique est tombé malade Mhm. 1 mois et demi avant le bac. Et donc toute la partie optique, la physique de l'optique, a été chantée. Et au bac, on a eu un problème d'optique. Donc on n'avait pas fait l'optique. Donc je me suis retrouvé à avoir 10, alors que je tournais en principe à 18. Bon, c'était ma matière plus top. Et j'ai eu 10, juste la limite. Enfin, il n'y avait pas que de l'optique, heureusement, mais enfin bon, c'était la bonne partie d'optique. Et donc j'ai pas pu avoir la mention. Et pour m'inscrire à l'école d'architecture, je devais avoir une mention. Et donc je me suis dit, bon, ouais, je vais faire médecine, parce que bon, ça me plaisait aussi. Ok. Mais j'étais plus dans un esprit créatif, si tu veux, de nature, que dans un esprit, la médecine. Bon, j'avais un ami de mon père qui était médecin. Mon père a toujours rêvé que je sois médecin. Il était pharmacien, donc il y avait comme une espèce de formatage. Et je me suis dit, pourquoi pas médecine, quoi. Mais j'ai fait ça un peu au début comme ça. C'était bon. Après, en médecine, je me suis dirigé vers quelque chose qui était justement créatif, comme la chirurgie, parce que la chirurgie, c'est la microchirurgie, surtout dans l'oreille, etc. Tu modèles, tu crées, c'est comme de l'architecture en quelque sorte. Tu refaçonnes les os, tu refais les oreilles, tu refais entendre. Enfin, c'était toute une. Donc, je me suis retrouvé dans cette versant de la médecine. Parce qu'en médecine, tu peux tout faire. En fait, tu peux aller dans toutes les voies possibles. Tu peux être. C'est très varié au niveau possibilité d'épanouissement. Tu peux être dans un cadre administratif, tu peux être dans un cadre plus sécure, tu peux être dans un cadre chirurgical qui demande donc d'autres qualités, tu peux être dans les laboratoires, tu peux finir. Donc c'est vraiment très vaste la médecine. Tu peux être simplement dans comme les radiothérapeutes ou les immunologistes. Tu peux être que dans des choses très techniques, très particulières, où tu vois presque pas de patients. Puis tu peux avoir des métiers comme généraliste, tu es vraiment avec le patient, que tu suis toute sa vie. Tu vois. Donc c'est en spécialité, moi j'étais spécialiste, donc on suit les patients, mais on n'a pas ce lien aussi intime qu'un médecin généraliste. Même si on a un lien important, parce que là on agit peut-être plus directement sur la personne elle-même, ses sens, l'audition, ou un ophtalmo la vue, ou bien les cordes vocales la voix, ou l'odorat le nez. On agit sur tous les sens, donc on est vraiment en prise directe. Plus qu'un généraliste, mais qui est en prise globale. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que la médecine, c'est vraiment un métier qui est très très ouvert dans les possibilités. Le seul problème, c'est que maintenant, il y a 75% de femmes. Ok. En médecine. Alors que quand moi j'ai commencé, il devait y avoir 20%. Ok. Et que les femmes, elles ont compris que pour moi, c'est le meilleur métier au monde pour une femme. Il ne peut pas y avoir un meilleur métier pour une femme que médecin. Ok. Parce que d'une part, les femmes ont beaucoup de compassion, de nature, Ouais. ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes. Et d'autre part, elles ont la possibilité de travailler à mi-temps, même à tiers-temps, gagner très bien leur vie, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur famille. Alors que nous, les hommes, on travaille à plein temps, on est plutôt on a une vision différente de la médecine. En gros, il faut au moins 2 femmes pour un homme. Et donc, comme il y a 75% de femmes qui sortent par rapport à. Donc, au final, maintenant, il y a pratiquement que des femmes.
Et les femmes, elles sont à 2, à 3, elles travaillent à mi-temps, à tiers-temps, etc. Donc, c'est une autre façon d'exercer la médecine que nous, qu'on a exercé il y a 40 ans. Et du coup, ça crée un problème. Ce serait ça qui fait qu'on manquerait En entre guillemets de plus, médecins. en Ah, plus. ok, en plus. Ah oui, parce qu'elles Ouais. elles font un travail de fois moindre. Ouais, ouais, Donc voilà, donc, C'est- c'est une autre philosophie de la médecine, mais elles ont raison. bien C'est sûr. comme ça qu'il faut l'exercer sans être sous pression, comme nous on a été, et qui nous ont fait d'ailleurs, c'est en médecine où on a le plus gros taux de suicide chez les cadres Non. depuis des dizaines d'années. Parce que, et de divorce dans les familles, parce que les familles explosent, parce que le médecin, il est totalement. Quand il est tellement sollicité, et quand il est vraiment dans sa fonction, il ne peut pas dire non, et il se laisse dévorer un peu par sa fonction, et la famille souvent empathie. Et ça amène énormément de divorces, ça amène énormément de dépression, ça amène énormément de suicides aussi. D'accord. Et par rapport à ça, comment toi t'as fait pour justement gérer cette pression que tu avais au travail au quotidien? Mais j'ai pas eu tellement à la gérer parce que ça s'est fait, comment dirais-je, comme je te disais, je me rendais pas compte quand j'étais dedans. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on est énormément gratifié quand on est médecin. On a d'une part une relation directe avec la population, on voit énormément de gens, on a énormément de contacts. Et quand on est un médecin qui est plutôt bon, eh ben on est énormément gratifié. Donc il y a, c'est comme c'est pas une drogue, mais c'est vrai que avant de prendre sa retraite, par exemple, il faut vraiment se préparer pour se détacher tout doucement de ça, parce qu'il y a une espèce de manque aussi du relationnel, et il faut, je pense, trouver une autre façon d'avoir du relationnel après, sous un autre angle, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager de cette façon-là. Donc toi, la pression, en fait, tu l'as pas subie parce qu'en fait, les avantages que tu expérimentais dans tes métiers étaient Et compenser largement. compensés largement. Mais bon, en arrêtant après d'opérer, en 4 ans avant de prendre ma retraite, et bah, j'ai vu un poids qui sortait, quoi. Et puis après, en retraite, un deuxième poids qui sautait aussi, parce qu'on est de plus en plus léger, on n'a plus de responsabilité. Voilà, de responsabilité de l'autre. Responsabilité de l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. T'as fait combien d'années de carrière? Si je compte quoi, uniquement l'installation, Allez, comptons uniquement l'installation. 38 ans. 38 ans, ok. Mais avant, il y avait l'internat. Ah, bien sûr, c'est pour ça Avant, que il y je dis ça. avait Ouais. les études, 15 ans. Donc ça fait 15 ans pour former un chirurgien. Ok. On est sur du 55 ans à peu près. Qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport au concours de médecine, est-ce que tu t'as dit que tu ne voulais pas faire ça au début? Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ceux qui voudraient se lancer dans ces études-là alors précisément dans la question pour la réussite au concours? Moi, je pense qu'il faut d'abord voir la façon dont on a... le niveau de compassion est très important pour moi. Ok. La compassion, c'est une qualité très importante et qu'on a dès la naissance. Ça a été prouvé très récemment d'ailleurs. Bien qu'on le supposait, qu'on disait toujours, bah, c'est un enfant l'enfant est le reflet des parents. L'enfant, ce qu'il fait, ce qu'il est, ses actes sont souvent dictés indirectement, de façon subliminale, par le ressenti qu'il a des parents. Et là, ça a été mis en évidence maintenant de façon certaine par justement les IRM cérébraux qui voient les activités dans le cerveau, etc. Les centres, on sait où ça se passe. Et donc, on a mis en évidence que la compassion dès la naissance, le bébé a de la compassion. C'est un des sentiments qui est le plus présent depuis la naissance. Et la compassion, ça l'amène justement à se comporter d'une certaine façon vis-à-vis des problématiques de ses parents. Donc les pleurs, les nuits qui ne dorment pas, les machins, tout ce qui se passe, en fin de compte, souvent l'enfant essaie de pallier quelque part ou de traduire quelque part le problème ou d'essayer de compenser en le prenant pour lui. Donc il prend le problème pour lui en espérant le soulager les parents. C'est ça la compassion. Ah, c'est ça la compassion. Voilà. Et en même temps, ça aide au développement de l'enfant. Parce que précisément, s'il arrive à se mettre à la place de l'autre... Ça influence son développement. Ok. Ça l'aide pas forcément. Ça l'influence. Ok. Ça l'influence.
La compassion, c'est un sentiment qui t'amène à droite ou à gauche, suivant ce que tu fais, parce que tu t'es déterminé par, tu sais pas ce que ça va t'amener à faire. La compassion pour quelqu'un, voilà, c'est quelque chose qui t'amène à à endosser une partie de la problématique de l'autre. Justement, il faut savoir avoir de la compassion sans la subir. Et les enfants, quand ils sont petits, ils ont la compassion en la subissant. Quand on est adulte, on apprend à avoir de la compassion sans subir, c'est-à-dire ne pas être insensible à l'autre, savoir écouter, accepter la problématique de l'autre sans, en quelque sorte, être affecté et que ça fasse une résonance avec sa propre problématique. On doit être capable de recevoir, donc de ne pas avoir d'indifférence, de recevoir le ressenti, mais de ne pas renvoyer sa propre interprétation de ce ressenti émotionnel, plus ou moins difficile à supporter pour l'autre. Donc il faut savoir avoir de la compassion, mais sans, comme un enfant, le prendre pour soi et le renvoyer. C'est-à-dire le traduire, c'est-à-dire qu'il faut le recevoir sans le subir. C'est-à-dire avoir l'écoute sans subir les conséquences de l'écoute. En quelque sorte, d'être capable d'encaisser, entre guillemets, c'est-à-dire de rester neutre, réceptif, attentionné, avoir toutes les données positives sans traduire en quelque sorte une émotion qui pourrait aller à l'encontre, en fin de compte, du but recherché, c'est-à-dire essayer d'avoir de l'écoute, de la compassion pour l'autre. Est-ce que toi tu ferais une différence entre l'empathie et la compassion? L'empathie et la compassion sont très proches pour moi. D'accord. Ouais, c'est à peu près le même processus. Hein. Ok. Tu as dit l'enfant il fait pas ses nuits. Moi j'ai cru comprendre parce qu'il renverrait quelque chose par rapport à ses parents. Parce que je me termine juste. Moi j'ai cru comprendre que l'enfant il faisait pas ses nuits parce qu'il n'avait pas encore réglé son horloge biologique. Parce que quand il est dans le ventre de la mère, il n'a pas le rapport à la lumière et c'est uniquement quand il sort qu'il commence à le gérer. Ouais, il y a plusieurs facteurs de toute façon, hein, donc, qui déterminent la capacité à l'enfant de bien dormir. Mais la compassion, c'est un sentiment qui, moi, je ne pensais pas que le bébé l'avait pas. Je ne pensais pas que quand on était tout petit, on était capable de ressentir, d'avoir un ressenti de la problématique de l'autre et de l'interpréter et de le ressortir à sa façon. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fin de compte, l'enfant est en phase avec ses parents. Et ce qu'il dit à travers ses actes ou sa manière de faire, ce n'est pas par hasard. Ça a un sens, ça a du sens. C'est en relation justement avec ce sentiment de compassion. Okay. Ça change la vision du bébé, ça change la vision de l'enfant. Hein, c'est une vision qu'on n'a pas. Enfin, je pense que 90% des gens, même plus, n'ont pas, par exemple. Il penserait l'enfant comme plutôt quoi? Il ne pense pas que l'enfant puisse avoir une capacité de compassion. Pour lui, il pense que l'enfant, il est là pour. S'il fait ça, c'est pour. Il pense que c'est un être en devenir qui n'a pas, qui doit nourrir, qui doit avoir de la tendresse, qu'on doit regarder, enfin tous les comportements. Mais on ne pense pas que l'enfant a une capacité aussi d'interprétation, de ressenti de l'autre. Bien que ça paraisse évident, parce qu'on dit toujours, comme je disais tout à l'heure, que l'enfant est le reflet du couple, c'est-à-dire c'est l'enfant symptôme. On dit, ça c'est connu, c'est populairement connu, c'est-à-dire que c'est l'enfant est le symptôme de la pathologie du couple, ça c'est connu en psychiatrie, en psychologie. Ok. Mais un enfant adulte même, mais là c'est dès le bébé, c'est pas pareil. Ok, donc tu nous as, il y a un vrai fil conducteur, donc tu nous as dit que l'enfant a été capable de compassion, que pour faire ses études de médecine justement, c'était une compétence importante. Oui, c'est une compétence importante. Et la deuxième chose, moi je pense que pourquoi c'est féminin, c'est parce que ça donne une façon de vivre, de gagner très bien sa vie, en justement avoir une capacité d'écoute relativement bonne, je pense naturellement. Le côté féminin par exemple, on a fait une étude sur la façon justement sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. On a fait des études sur comment fonctionne notre cerveau, parce que ça c'est une question que tout le monde s'est posé plus ou moins, mais maintenant, grâce justement aux techniques d'observation au niveau de l'IRM, etc., on voit comment ça se passe dans le cerveau des gens.
Et par exemple, notre cerveau fonctionne avec des shoots de dopamine. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui est programmé pour fonctionner avec le plaisir. Avec le plaisir. Le plaisir, c'est une composante essentielle du fonctionnement du cerveau. Et les shoots de dopamine amènent du plaisir, de la satisfaction. Et ces shoots de dopamine, ils sont donnés à chaque fois que on est en situation de survie, en gros. C'est-à-dire pour l'acquisition de nourriture, pour la reproduction, la survie de l'espèce. Le troisième, c'est aussi en société, voilà, des dopamines, lorsqu'on gravit les échelons de la société, plus on a du pouvoir sur les autres, on a de la dopamine. Et la quatrième chose, il y en a 5. La quatrième chose, c'est la paresse. Plus les autres vous servent et qu'on est capable de se faire servir par les autres et qu'on fait peu de choses, on a de la dopamine parce qu'on a une satisfaction de reconnaissance, etc. vis-à-vis des autres. Et la cinquième chose, c'est la compassion. Et dans la compassion, on a fait une expérience qui est intéressante. On a fait plusieurs expériences, hein. Mais celle-là, ça résume bien les choses. On a mis 10 000 € sur la table. Il y avait donc, on a fait ça à 10 femmes et à 10 hommes. Et on regardait ce qui se passait chez les femmes et chez les hommes. Chez les hommes, il y a 75% qui ont pris les 10 000 €, ils ont eu le shot de dopamine, ils étaient très satisfaits, ils étaient contents. Et chez les femmes, 75% qui ont voulu partager. Et qui n'ont pas tout pris. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'elles aussi, elles avaient un shoot de dopamine. Et ça, c'est un peu, si tu veux, en quelque sorte, une zone d'espoir pour l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on va, dans l'avenir, je pense, rechercher de plus en plus à développer au niveau du cerveau cette zone de générosité et de compassion qu'on a en nous naturellement, mais qui est très souvent maltraitée par la façon dont on vit, hein, dans notre monde. Et donc, c'est une des pistes pour essayer d'évoluer plus tard vers un monde où il y a plus de compassion, plus de prise en compte de l'autre. Ce que les femmes ont naturellement déjà par rapport aux hommes un peu plus. Voilà. C'est pour confirmer le côté plutôt féminin. Ça c'est intéressant. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi. Hein. Bon. Ouais. Ça, c'est une des pistes pour te montrer qu'en fin de compte, on fonctionne pas par hasard. On a besoin de shoot de dopamine. C'est pour ça que les gens qui mangent, à chaque fois qu'ils mangent, ils ont un shoot de dopamine, ils sont satisfaits, ils ont du plaisir. C'est pour ça que c'est très difficile. Et comme on est dans une société de consommation qui te pousse de plus en plus à avoir de choses, si tu veux avoir tes shoots de dopamine, il faut que tu les obtiennes, ces choses-là. Donc c'est un engrenage vicieux. Et plus tu as ces shoots de dopamine, plus tu es heureux, plus tu es content. Et ça t'amène parfois à des obésités, ça t'amène parfois à des actes complètement qui sont en dehors de, comment dirais-je, de la morale. De la morale ou de la bienséance, quoi. Mais parce que on a besoin de dominer, on a besoin d'acquérir des choses, d'entasser des choses. Et ça, cette problématique-là, et c'est pour ça que ça ne marche absolument pas, tout ce qui est, toutes les entreprises de vouloir diminuer la consommation des gens, vouloir diminuer, par exemple, la taxe au niveau du carbone, etc. Ouais. Faire en sorte que les gens consomment moins, les gens se limitent et tout. Ça ne marche pas. Où les gens sont bien d'accord comme ça de façon globale, mais personnellement, ça ne marche pas parce que le cerveau n'est pas programmé pour ça. Le cerveau n'est pas programmé pour se limiter, il est programmé pour toujours plus. Et c'est comme ça qu'on a survécu, que notre espèce a survécu et qu'on est ce qu'on est maintenant. Donc, on ne peut pas non plus le rejeter. C'est la base. Là. Mais après, je pense qu'il y a une évolution. Et là, on va sur un autre registre. Il y a une évolution dont la compassion est une petite marche. Quoi. Une petite marche, ok. Enfin, une première marche. Et alors, je me fais l'avocat du diable, mais justement, un monde qui serait purement compassionnel serait peut-être pas non plus un Éden. Le monde, il faut savoir... là, tu poses la question de le monde, ça sert à quoi? Qu'est-ce que le monde? C'est quoi le monde? Et là, c'est un autre registre, c'est un autre débat, parce que là, c'est la vision du monde qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que le monde, en fin de compte, dans lequel on vit? Il y a le monde animal dans lequel on fait partie, il y a le monde végétal et le monde minéral, si on résume les choses. Et dans le monde animal,
Bon, nous, on est régi par un corps, un esprit et une âme. Mhm. Je pense que même les animaux ont peut-être une âme, on n'en sait rien, mais ils ont peut-être une âme probable. Moi, je pense qu'il y a aussi, ils ont les trois choses également, mais de façon différente. Nous, ce qui nous différencie, en fait, c'est notre capacité de libre arbitre. C'est pour ça que la liberté, c'est si important. Mais la liberté et le libre arbitre, moi je parle plus de libre arbitre parce que la liberté, à l'heure actuelle, on peut se demander où elle se trouve. Puisqu'on est programmé au niveau génétique, on est ensuite programmé au niveau épigénétique de toutes les choses qu'on reçoit, le formatage qu'on reçoit à l'éducation, l'école, la vie, etc. Et ça, c'est l'épigénétique, ça donne un relief à la génétique qui fait que ça fonctionne plus comme ci, que plus comme ça, ou les pathologies, etc. Mhm. Et donc, c'est la génétique et l'épigénétique, déjà, ça montre que quand on pense et quand on agit, on pense agir de notre propre chef, mais en fait, on est déterminé par énormément de facteurs. Et ce qu'on croit être notre liberté, vraiment, ben en fait, c'était prévisible. Suivant ton parcours et ton chemin, on sait que tu iras dans tel sens, dans tel autre. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est recherché par tous les publicistes, etc. On sait où les gens vont, on sait le déterminer des gens, parce qu'en fin de compte, on est formaté depuis. Et le but, en fait, c'est de comprendre qu'on vit dans des mondes différents, tous. On est tous dans des mondes différents. Ton monde n'est pas le mien. On a été formaté différemment, on a vécu des choses différemment, on a une vision du monde qui est complètement différente. Et le monde qui est autour de nous, il n'est qu'une partie de ce que nos sens nous donnent à voir, mais il n'y a pas que nos sens qui sont comment dirais-je, le monde n'est pas que nos sens. Il y a des tas de choses qui échappent à nos sens, qui sont d'autres animaux, qui sont perçus par d'autres espèces qu'on ne perçoit pas nous. Donc la vision qu'on a nous du monde est limitée par nos sens. Donc à partir de là, le monde qui nous entoure, on lui donne une interprétation qui est restreinte, en quelque sorte. Et on peut se demander à quoi sert vraiment le monde qui nous entoure. Et à partir de là, si on se demande à quoi sert le monde qui nous entoure, on se pose la question pourquoi il existe et quelle est sa finalité. Et là, on est dans le monde des hypothèses, des ressentis. Chacun, suivant son vécu, va avoir une idée de ce que peut être le monde. Moi, je sais que je me suis fait une idée, après mes expériences personnelles, mais qui est une idée qui n'est absolument pas partagée par 99% de la population. Je pense que c'est une idée qui m'est personnelle. Donc c'est peut-être complètement à côté d'une réalité, entre guillemets, parce que la réalité elle-même, à mon avis, enfin, elle existe par le sens, mais la vérité des choses, la vérité du monde qui nous entoure, la réalité globale du monde qui nous entoure nous échappe. On n'a pas une vision, on a une vision restreinte. Donc la réalité, quand on parle de réalité, ou de vérité des choses, c'est une vérité restreinte, une réalité restreinte. Et à la limite, la vérité n'est pas humaine, elle n'est pas de ce monde, en quelque sorte. Puisque c'est complètement relatif. Donc on ne peut pas dire c'est comme ça que ça se passe, c'est la vérité, c'est ça, etc. C'est une vision restreinte, toujours restreinte. Et l'avenir, en général, montre que c'est une vision restreinte parce qu'on l'a élargi de plus en plus par le savoir. Mais le savoir lui-même a une fonctionnalité qui est limitée, parce que le savoir n'est pas la connaissance. Et souvent, le savoir donne une fausse connaissance dans ce sens, où on croit, comment dirais-je, connaître, mais en fait, on a que du savoir. Et la vraie connaissance, en fait, c'est du ressenti, c'est du vécu. La connaissance, elle n'est pas dans les livres. Les livres vont donner du savoir, mais après, pour avoir cette connaissance, de l'avoir en toi, il va falloir faire l'épreuve de la vie. Ce n'est que la vie qui va te permettre d'avoir accès à une connaissance de plus en plus élargie du monde et des choses.
Donc, quand tu disais tout à l'heure, mais est-ce que la compassion, ça nous fera un monde meilleur? Est-ce que le monde dans lequel on est fait pour être un monde parfait? Non. Le monde dans lequel on est, c'est un monde de dualité, un monde d'apparence. Il faut être capable de dépasser les apparences pour voir justement au-delà de nos sens. La lumière qui fait ce monde si spécial, c'est une lumière qui est la lumière du soleil, mais qui n'est pas la lumière, disons, de la, comment on l'a nommé, de la connaissance universelle ou de la lumière cosmique, la lumière qui ne se voit pas, la lumière qu'on pourrait appeler la lumière de l'âme ou la lumière du cœur, qui éclaire le monde d'une autre façon. Et la lumière du soleil, c'est le monde des apparences, c'est le monde qu'on doit dépasser en fin de compte. Parce qu'il faut savoir voir au-delà des apparences pour pouvoir avoir accès à la vraie lumière. Et si on s'attache simplement à ce monde des apparences et dans la dualité, par exemple, de ce monde, où tout peut être à la fois bien ou pas bien, suivant la façon dont les choses sont vécues. Parce que parfois, on peut faire un acte en pensant à rendre service à quelqu'un et en fin de compte, on aboutit à l'inverse de ce qu'on voulait faire. Donc, chaque chose a son contraire dans ce monde. Et ce monde, pour moi, il est fait pour être comme ça, pour être dual. C'est-à-dire que quand on vient sur ce monde, ça amène la question suivante, pourquoi est-ce qu'on est venu dans ce monde? Il me semble que venir sur Terre, c'est venir faire l'expérience de la dualité, l'expérience de la matérialité, de la manipulation de la matière. On est venu ici pour manipuler à la fois le monde qui nous entoure. On a cette capacité-là. C'est pour ça que la manipulation actuelle, qui est manifestement à son paroxysme, n'est qu'une traduction de ce que cette planète nous demande de faire, entre guillemets. On est là pour manipuler. Maintenant, il faut savoir après dépasser cette manipulation première. Ça, c'est la deuxième phase, mais c'est une première étape qui est nécessaire. De même, on est venu ici pour avoir toutes les émotions. On est venu ici pour manipuler la matière, avoir des émotions, faire des expériences, découvrir l'amour, vivre l'expérience de l'amour et dépasser l'amour humain. Parce que l'amour humain n'est pas réellement la finalité. Ce n'est qu'un passage pour accéder à ce qui me semble être après, c'est-à-dire l'amour divin, mais qui n'est pas écrit dans les bouquins. C'est une expérience strictement personnelle qu'on doit faire. Et c'est le travail que font énormément de gens, d'essayer d'arriver donc à une perception d'amour divin, c'est-à-dire un amour inconditionnel des autres, de la vie. C'est un amour inconditionnel de la vie, en fin de compte. Et donc cet amour inconditionnel-là, il ne s'agit pas de décréter, tiens, j'ai l'amour inconditionnel. Hein. Ça s'impose. Et quand on l'a, au début, au départ, on se dit, mince, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que par rapport à ce que je connais de l'amour et toutes les idées de l'amour, ça ne cale pas vraiment, quoi. Parce qu'on choisit une femme parce qu'elle est comme ci, on aime parce qu'elle est comme ça. On a plein de raisons d'aimer les gens, de vivre avec ou de ne pas vivre avec, etc. Mais ça, c'est l'amour humain. Et c'est pour ça que cet amour humain-là, souvent, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose que ça ne marche pas. Parce que ça dépend. Ça dépend si on le comprend, si on évolue, ou bien si on reste dans un amour qui marche toujours. On peut avoir plus de tendance à rester dans un amour humain sympa, mais pas forcément arriver à un amour divin qui lui demande une approche, un vécu différent. C'est-à-dire où moi je pense que l'amour humain à deux est indispensable à vivre. Personnellement, c'est mon ressenti. Hein. Les prêtres diront que non, ils ont l'amour avec Dieu, ou les gens de religion, etc. On aura une idée différente, mais pour moi, l'amour à deux est indispensable comme première étape pour après, d'une façon ou d'une autre, accéder à un amour inconditionnel.
cet amour inconditionnel-là, c'est l'amour qui te fait accepter les choses de la vie. Mais ça ne veut pas dire subir. Hein. Accepter, c'est pouvoir les regarder en face et essayer de trouver une solution qui soit adaptée. C'est une acceptation qui n'est pas comment dirais-je, l'approbation. On n'accepte pas, c'est pas, oui c'est comme ça, oui c'est comme ça. Non, et je pense qu'il y a une attitude qui à la fois permet de ressentir les choses. C'est comme je disais à certaines personnes, je dis mais tu sais, au final, les émotions, tu dois les ressentir. Tu n'es pas coupé des émotions, mais tu dois les ressentir et pouvoir les vivre pleinement, mais sans être dépendant. C'est-à-dire que c'est la dépendance qui n'est pas en fait qui est le côté sombre de ce monde. Il ne faut pas devenir dépendant. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tout accepter, tout recevoir, tout jouir, tout le plaisir, toutes les choses de la vie. Ici, c'est un paradis quand on le voit de cette façon-là, sans en être dépendant. Si on devient dépendant, ça devient la porte de l'enfer pour moi. C'est là où on sombre dans le côté obscur. Si on est dépendant, c'est fini. On n'est plus soi-même. On passe de l'autre côté. Donc c'est cette vision-là. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? On parlait de qu'est-ce que ce monde? Pourquoi ce monde? Ce monde, on ne peut pas faire un monde de compassion, comme tu disais si bien. Ce monde, il est fait pour être comme ça. Mais il doit t'amener à dépasser tous les plaisirs, tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Il doit te permettre de le dépasser en n'étant pas dépendant. C'est-à-dire tu dois être capable à la fois de pouvoir te détacher et à la fois d'en profiter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas refuser les plaisirs de ce monde. Simplement, on ne doit pas être dépendant. Le côté dépendant, c'est ce qui change tout. De même que quand on fait les choses, quand on subit, de subir les choses, c'est vraiment la pire des choses. On ne doit jamais faire quelque chose parce qu'on doit le faire, on subit. On doit le faire parce qu'on est d'accord pour le faire, on l'accepte de le faire et on pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu le fais, même des choses, des tâches subalternes, moi j'ai toujours admiré des gens qui faisaient des tâches subalternes, qui le faisaient avec épanouissement. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit là, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, qui se passe. La personne était heureuse de faire ce qu'elle faisait. Et ça c'est vraiment le dépassement. C'est ça qu'il faut réussir à faire dans sa vie. Hein. Est-ce qu'il y a une expérience qui, toi, t'a permis justement de dépasser cet amour premier que tu avais, donc l'amour humain, et d'aller plus vers ce que tu appelles l'amour de Dieu, justement? Oui, en effet. J'ai eu une expérience qui est personnelle et qui n'est pas obligatoire, je pense, pour y arriver, mais c'est une expérience qui a facilité les choses et qui m'a permis de... Ça m'est tombé dessus, en quelque sorte. Et moi, j'avais un ami avec qui je parlais de ça, il me dit, tu sais, moi, je crois que je suis dans l'amour divin. Et je lui ai répondu, tu sais, si tu crois que tu es dans l'amour divin, c'est que tu y es pas. Ah oui? Eh oui. Ok. Parce que ça te tombe dessus. Quand tu as l'amour divin, ça te tombe dessus. C'est quelque chose que tu reçois. Tu te dis pas, ça y est, là, je crois que je m'approche de l'amour divin, etc. Il me dit ça. Je dis, écoute, si tu dis que tu crois que tu es dans l'amour divin, je pense que tu n'y es pas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres voies. Mais c'est le ressenti que j'ai eu quand il a dit ça. Je dis, à mon avis, si tu crois, parce que moi, ça m'est tombé dessus, maintenant, j'essaie de faire avec, en gros. Parce que c'est pas facile de le vivre, parce que quand on vit dans un monde où on vit pas avec ça, 90% des gens autour de toi, même plus, maintenant, j'essaie de trouver des gens qui sont sur cette voie-là ou qui sont sur cette problématique. Pour justement avoir un écho, une résonance, un échange dans la vision des choses, parce que la vision des choses qui nous entourent est complètement différente. Par exemple, quand on est dans l'amour divin, la peur n'a plus de sens. Les événements de la vie sont des cadeaux, quelle que soit leur nature. Tous les événements de la vie sont des cadeaux. Et au-delà de cela, ce sont des cadeaux que tu te fais, malgré toute la difficulté, toute la problématique, toute la souffrance.
Quand on a compris que c'est des cadeaux qu'on se fait, qu'on n'est pas victime, en fait, malgré les apparences. Et pourtant, des fois, on se dit, mais putain, pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi moi? Pourquoi ça, hein? Et bien, quand on a compris que ce sont des cadeaux, ben, on les voit différemment, on n'est plus victime, on les dépasse. Et on n'a plus peur des événements futurs de la vie, même si c'est des événements très difficiles qui vont arriver. La vie ne va te donner que ce dont tu as besoin pour grandir, justement, et devenir, d'être en devenir. Et le devenir, c'est quoi? Cette finalité d'être sur cette pleine air, le devenir, c'est quoi? Le devenir, c'est faire que ton âme, qui est une parcelle de divin que tu as à la naissance, qui va évoluer au fil des années que tu vas passer sur Terre, avec les expériences que tu vas faire, qui va prendre une couleur, etc., qui va évoluer dans un sens. Cette âme, moi je pense à la réincarnation, je pense qu'on vit plusieurs vies. Hein. D'accord. Donc cette âme va continuer à évoluer jusqu'à un niveau où justement elle va pouvoir retrouver sa divinité première, c'est-à-dire la lumière créatrice de l'univers. Et la lumière créatrice de l'univers, il faut savoir que c'est l'amour. L'amour crée l'univers. Tout ce qui nous entoure a été créé par amour. Et lorsqu'on a compris cet amour-là, c'est pas l'amour humain, ça a été créé parce que ça a été créé par l'amour divin. Et cet amour divin se nourrit de tout ce qu'on fait sur cette terre aussi. C'est-à-dire qu'on est acteur. C'est-à-dire par tout le positif qu'on dégage dans notre vie, par tout l'amour qu'on dégage dans notre vie, on nourrit cette machine créatrice de l'univers. On est en adéquation complète, on est dans une espèce d'intrication quantique, pour retourner à un problème physique, où les électrons sont à des milliers de kilomètres, mais sont en corrélation avec l'univers. Nous sommes des antennes émettrices et réceptrices en relation avec l'univers, la conscience de l'univers. On croit que nos pensées viennent de nous, comme tu disais tout à l'heure. En fait, nos pensées, 99%, ne sont pas créées par nous. Sont la conséquence de tout ce qu'on a. On pense que cette pensée est de nous, mais c'est très, 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 très rare. En fait, il y a très peu de pensées. Et il y a des gens qui sont capables justement d'avoir ce type de pensée. C'est ceux qui ont une canalisation avec justement la connaissance universelle, la connaissance qui est justement dans l'espace qui nous entoure, la masse qu'on essaie de découvrir en physique, qui donne toute l'énergie de l'univers, etc. On sait que ça vient de là, mais cette masse-là est nourrie par nous, quelque part. Et c'est cet amour-là qui fait fonctionner l'univers. Et donc, la façon dont on se comporte ici, ce n'est pas anodine pour l'univers également. Et la finalité de ce monde, c'est de retourner vers l'âme originelle qu'on avait au départ, avant qu'elle soit colorée par tout le vécu et toutes les choses, et qu'on arrive à se dépouiller de tout justement, tout ce qui était formaté, tout ce qui était conditionné, tout ce qui était amené sur nous, qui n'est pas vraiment, fait pas partie de la réalité de la vie. Parce que c'est la vie qui est l'élément, comment dirais-je, le essentiel. La vie de la Terre a sa vie, la vie de la végétation, ils ont leur vie, nous on a notre vie. Ce sont des vies qui sont, pour moi, ce sont des vies qui sont le résultat de cette conscience universelle, cette intelligence universelle, d'amour qui fait le monde, qui a fait l'univers. C'est pour ça que pour moi, on est tous des parcelles de divinité. Et le passage sur Terre, nos âmes veulent venir sur Terre parce que ça fait partie d'une évolution. Si on disait qu'il y avait plus une évolution chez les âmes, vers les archanges, etc., il semblerait qu'il y ait aussi une évolution. Bon, c'est une hypothèse. Hein. Mais il semblerait qu'on veuille venir sur Terre pour vivre cette expérience qui est extraordinaire. Ce qu'on vit ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on peut le vivre au final quand on est comme un paradis. Parce que c'est un paradis, mais qui est
en quelque sorte perverti par toutes les dépendances, toutes les zones d'ombre et toutes les tentations, tout le matérialisme qu'on nous oblige à faire, toutes les choses qu'on nous demande de faire qui ne sont pas des choses essentielles. L'essentiel, on est détourné de l'essentiel. Voilà, c'est ça un peu la finalité. Donc à partir de là, tu vois que le monde tel qu'il est, il est parfait. On n'a pas à le changer. L'augmentation du carbone, ce sera comme ça. On aura beau faire, on n'est pas tout puissant vis-à-vis de la nature. On sait très bien qu'il y a eu des cycles depuis la Terre, ça fait 120 milliards d'années, l'univers 300 milliards d'années. On a fait des carottes dans les glaces, on a vu qu'il y a des périodes de réchauffement tous les 24 000 ans, des périodes de glaciation, etc. On a tout, on sait que ça se passe comme ça. Donc on va aller vers une période comme ça. Ce qu'il faut, c'est se préparer à ça. Mais là, on essaie de la combattre. On est très fort, on a les muscles, on est costaud, on va combattre, on va arrêter le machin, on va faire baisser la température. Tout ça, c'est pour en fait d'autres finalités dont je ne voulais pas rentrer dedans parce que c'est dans le débat. Mais c'est détourné de... On utilise quelque chose pour modifier nos comportements, parfois de façon, je pense, intelligente, mais parfois de façon totalement aberrante. C'est hyper intéressant parce que tu m'as dit au début de l'entretien qu'il y avait tout un tas de facteurs environnementaux, épigénétiques, génétiques qui influençaient notre existence et qui faisaient que ça nous influençait concrètement sur notre être, notre individualité. Et en même temps, la conclusion que tu en tires, c'est qu'on n'est pas des victimes. C'est qu'on est entièrement responsable de ce qui nous arrive et de nos actions. Comment ça se fait que malgré ce fait qu'on pourrait se dire au contraire, tout est le résultat de mon environnement, donc j'ai rien à décider, et que tu en déduis quand même qu'il y a un libre arbitre? Parce que justement, tout ce qui t'amène, ces événements qu'on peut trouver injustes, sont là pour justement que tu puisses te nettoyer de toute ta programmation. Ça sert de nettoyage. Tu vas enlever tes peaux, tu vas enlever tes pleurs, tu vas enlever les choses qui ont été programmées par ces événements-là. La prise de conscience de ces événements demande une réflexion, et quand tu as compris la résultante de ces événements et sur quoi ça t'amène comme évolution personnelle, intérieure et de pensée, et tu te nettoies. Tu te nettoies C'est pour ça que les gens qui ont toujours des événements qui se répètent, moi je leur dis, mais c'est parce que tu n'as pas voulu encore vraiment te pencher sur la causalité, la raison de cet événement. Cet événement est là pour te faire passer. Il faut que tu arrives à la comprendre, à l'accepter, à la vivre, à la ressentir, et pas la rejeter. Et pas dire que c'est injuste. Il faut dire, mais ça me parle de quelque chose de moi. Et ça va me permettre de connaître mon moi profond. Parce qu'on va tous vers son moi profond. Quand on fait une recherche personnelle, on essaie de se débarrasser de toutes les choses qu'on nous a justement, qu'on porte avec nous, dès le départ. Mais on est là pour justement faire un chemin. Qu'est-ce que tu entends alors tu dis on est là pour faire un chemin, j'imagine que c'est le chemin pour retrouver cet amour divin en tout cas. Oui, pour retrouver la lumière, retrouver la lumière. Ouais. Retrouver la lumière, ok, donc retrouver la lumière. Tu as employé quand même le mot de Dieu. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie ce mot de Dieu, ce concept de Dieu? Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, tout ce qui est religion, c'est quelque chose pour formater les gens. D'accord. Ça paraît évident. Okay. Mais je ne dis pas que c'est inutile, parce que ça rend du service, ça permet à beaucoup de gens de s'épanouir ou de se trouver un équilibre. C'est une béquille, parfois salutaire. Mais je ne pense pas que ce soit une finalité, la religion. Mais des gens vont trouver que c'est vraiment formidable et qu'ils s'épanouissent dans la religion. Et peut-être que c'est une voie qui peut amener... Je pense qu'il y a plusieurs voies. Hein. Mais cette voie-là, il faut quand on connaît la religion et tout son passé, tout son historique, et il faut pouvoir se dépouiller d'énormément de choses dans le milieu de la religion. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait ce n'était pas le hasard. Le hasard ne peut pas être Dieu. Le hasard ne peut pas créer. Le hasard, c'est quelque chose qui est une conception qui vient de notre
absence de connaissance, de notre ignorance des choses. Et d'ailleurs, le hasard a diminué au fil des années, qu'on comprend de plus en plus de choses par le savoir, mais le hasard ne peut pas être à l'origine de tout ce qui est fait sur Terre. Ça ne peut pas être dû au hasard. Hein. Bien que certains veulent dire, mais c'est automatique, si tu mets ça avec ça, ça fait ça, etc. Ouais. Oui, mais il y a toujours ça au départ, et ça, et pourquoi ça fait ça plutôt que ça. Donc je pense qu'il y a on est en résonance. Je pense que nous sommes tous des êtres de vibration à des niveaux différents, ce qui a fait la matière d'ailleurs. C'est pour ça que il y a certaines régions, même sur Terre, qui sont d'une vibration différente et qu'on ne voit pas. Parce que le spectre de visibilité est limité à la fréquence. Donc on est tous, par exemple, les matériaux, les matériaux durs vibrent à une fréquence différente de la nôtre. Donc toutes les vibrations sont en relation. Donc pourquoi je dis ça? Je ne me souviens plus de ta question exactement. L'usage du terme divin. Et tu m'as dit le hasard peut pas être à l'origine. Voilà, on est tous en relation les uns avec les autres. On est tous interconnectés, aussi bien les êtres humains qu'avec les animaux, qu'avec les plantes entre elles, les plantes avec nous, même les matériaux. Les vibrations agissent sur nous et on sait bien porter des pierres, ça nous amène ceci, porter des pierres, ça nous amène telle énergie, telle relaxation, tels effets. Quand on a compris qu'on est tous interconnectés et on est tous des êtres vibratoires, à ce moment-là, on sait comment fonctionne un peu le monde, quoi. On est tous dans un monde de vibration. La Terre vibre, la Terre a augmenté son niveau vibratoire depuis 50 ans, maintenant c'est connu. Tout ça, c'est en relation avec nous. On fait partie de la Terre, on fait partie de notre niveau vibratoire des enfants d'aujourd'hui par rapport aux enfants d'il y a 50 ans, on n'est plus le même. Dès la naissance, on est tous en train d'augmenter notre niveau vibratoire. Et je pense que ça va déboucher sur quelque chose. On est en phase de transition, ça va amener sur quelque chose, mais on peut faire des suppositions. Mais bon, le tout, c'est comprendre que la vibration, c'est vraiment l'élément essentiel par lequel tout passe. À la fois la guérison, à la fois la médecine, à la fois tout. Il y a certaines personnes très avancées qui sont mortes dans des conditions un peu spéciales, qui avaient inventé justement des machines qui sont reprises actuellement, mais depuis une dizaine d'années, par des chercheurs à Paris, des machines qui donnaient des vibrations pour pouvoir guérir les pathologies. Parce que si on amenait, par des vibrations, on arrivait à compenser la perte de vibration d'un organe, parce que souvent, la maladie, ça vient d'une perte de vibration d'un organe qui se met à ne plus fonctionner parce qu'il n'a pas la vibration qu'il faut, parce qu'il n'a pas l'énergie qu'il faut, parce que... Donc, si tu veux, il y a tout un pan aussi de médecine qui va changer. Là. En ce moment, on est en pleine évolution de la médecine. C'est pour revenir au point de départ. En ce moment, c'est la médecine de demain. Ça n'aura plus rien à voir avec la médecine que j'ai connue il y a 40 ans. Déjà, aujourd'hui, c'est différent. Mais dans 10 ans, pas plus, ce sera complètement différent. C'était quoi une des différences majeures que tu as vues par rapport à ton époque et à aujourd'hui? Justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'abord la féminisation, le fait que comment dirais-je, je dirais pas le lien patient-médecin a changé. Ok. Avant, on avait une responsabilité vraiment majeure. Maintenant, ils sont tous dans les bonnes pratiques médicales. Ils sont formatés. On doit faire ça, on doit faire ça. Ah ben si on a fait ça, on a fait ça, on a fait ci, mais on est couvert. On est dans les bonnes pratiques. On est plus, les médecins de nos jours sont plus dans les bonnes pratiques médicales qu'en dans les bonnes pratiques pour guérir le patient. On n'a plus la même psychologie. Et on veut se protéger. On ne veut pas avoir des plaintes, on ne veut pas avoir des procès. Donc on est dans les bonnes pratiques, tout est bien. Mais si il fallait faire quelque chose d'un peu différent, on ne fait pas, quoi. Et puis maintenant, les jeunes ne veulent pas se faire attaquer, quoi. Alors qu'à l'époque, un médecin, on n'attaquait pas un médecin, même s'il faisait des bêtises, il était humain et les patients acceptaient ça, on acceptait d'être humain. Maintenant, on doit être vraiment irréprochable, quoi. C'est une autre approche de la médecine qui à la fois pour le patient peut être intéressante,
mais quoi qu'il y a moins d'humanité. Mais moi personnellement, pour le médecin, il devient plus un exécuteur de bonnes pratiques. Et c'est pour ça que l'IA qui rentre dans la médecine, là, maintenant c'est parti, et ça va éclater la médecine. Éclaté dans quel sens? Eh ben, on n'aura plus besoin de médecins. C'est pour ça qu'ils s'en fichent un peu qu'il y ait beaucoup de médecins qui sortent. Parce qu'ici, là, on passe une période difficile avec peu de médecins, mais avec l'IA va résoudre les 3/4 des problèmes médicaux. Ah ouais, tu penses? Ah oui, mais c'est déjà fait par exemple en radiologie, c'est déjà fait en dermatologie, c'est déjà fait en laboratoire, c'est déjà fait en psychiatrie. Ok. En psychiatrie chez les adolescents, c'est 100 fois mieux avec les programmes informatiques qu'avec un échange direct où il y a. Ah ouais. Ah oui, il y a des tas de domaines. Et puis tous les domaines où il n'y a pas besoin d'une intervention manuelle. Ouais. Et même les domaines où il y a une intervention manuelle. Maintenant, on a la robotique. Mais derrière la robotique, il y a toujours un être humain qui manipule. Donc ça va rester. Ça, on pourra pas. Mais dans tous les autres où il suffit de passer devant un écran et puis se faire une photo et puis dire qu'est-ce que c'est que ça, cette lésion qui est sur la peau et les données sont 10 fois plus. Comment dirais-je, les résultats montrent que l'IA est plus efficace qu'un individu, qu'un médecin, qui n'a pas vu toutes les choses, alors que l'IA, il a toutes les photos, tout est magasiné dans sa banque de données. Ding, 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 il cherche, ça fait ça en 3 secondes, il te dit, voilà, il te sort le truc. Après, bon, il faut voir peut-être un médecin, hein. Mais bon, tout un pan de la médecine qui est le dépistage, la première truc. Oui, mais j'ai mal là, qu'est-ce que c'est? On te donnera une ordonnance pour aller chez le pharmacien ou on t'amènera les médicaments. Enfin, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais bon. Non, mais ça peut tout se faire par informatique. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Tout. Non, c'est le monde de demain en médecine. Moi, ce que je vois, c'est ça. C'est un monde complètement différent de ce que j'ai vécu. C'est pour ça que en sciences et médecine, il faut peut-être creuser un peu de ce côté-là. Mais on peut aimer, si on aime l'informatique, si on aime tout ça, c'est très bien. Mais je pense qu'on sera moins dans l'humanité, dans les notions humanistes. C'est-à-dire à la fois l'approche on peut se tromper, hein, on est humain, et à la fois les relations avec les patients qui sont beaucoup plus d'ordre humain. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on acceptait aussi la finalité de la vie qui est la mort. Mmh. C'est-à-dire on a accepté la possibilité d'un départ. Alors que maintenant, la mort, c'est devenu une injustice. On doit pouvoir vivre éternellement. Enfin, c'est une vision complètement aberrante. Non, mais c'est ça. Alors, avant, les choses qui se passaient pas bien, c'est la vie qui se termine, c'est une relation. On a été plus dans l'accompagnement, dans l'humain, que maintenant, on est dans. Il faut intuber, mettre des choses, des trucs. Ça peut déboucher sur sauver une vie, évidemment. Mais pas que. Ça peut avoir une utilisation aussi qui n'est pas tout simplement parce qu'on est contraint à faire comme ci, comme ça, et que si on ne fait pas comme ci, comme ça, on n'est plus dans une approche vraiment d'échange humaniste. Voilà. C'est une évolution de la médecine qui a des très bons côtés, mais aussi des côtés, mais comme toute chose. Hein. De toute façon, le monde est dû à... on vit dans un monde comme ça, donc il ne faut pas se faire faut pas dire c'est mieux comme ci, comme ça. C'est comme ça. Mais bon, ça évoluera aussi comme ça. Mais voilà. Ça, je suis d'accord. De toute façon, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Toujours. Voilà. On dit qu'il n'y a rien ne se perd, rien ne se gagne. C'est vrai, mais bon, pas peut-être complètement aussi. Mais je pense qu'il faut perdre pour gagner. Donc, bon. C'est bon. C'est peut-être plus. Est-ce que dans ta carrière, est-ce qu'il y a un patient, une histoire, une expérience que tu as vécue par rapport à un patient qui t'a marqué, dont tu pourrais nous parler? Non, je ne vois pas d'histoire particulière. Si, j'ai des patients qui ont eu des comportements où ils n'étaient pas contents, alors qu'ils n'avaient aucune raison, mais simplement parce qu'ils voulaient se faire de l'argent. J'ai des comportements très, très positifs aussi. Non, il y a tous les comportements dans une relation en cabinet. On a tous les comportements, on a toute la panoplie. Et c'est vrai qu'il y a des médecins qui vont potentialiser plus ce type de relation. Et c'est vrai que les clientèles sont un peu aussi le reflet du médecin, souvent. Enfin, avant, c'était comme ça. Maintenant, peut-être, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais avant, il y avait une coloration un peu. Souvent, c'est tel type de médecin, il avait plus ce type de patient que d'autres. Celui-là, il n'aime pas les enfants. Ben, les enfants, il n'y a pas d'enfants dans son cabinet. Celui-là, il a des enfants, il y a des enfants. Celui-là, il aime les vieux. Enfin, non, il y a une coloration
Bon, ça c'est. Mais il y a tout dans la médecine, il y a vraiment toute la vie, tout y est. C'est la richesse d'être médecin, hein. On est en prise directe avec la vie, hein. C'est pas, dans ce sens-là, c'était vraiment le métier que je devais faire. C'est Ouais. c'est vrai que oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a dans ton métier une difficulté dont tu te souviens, quelque chose, une épreuve que tu as vécue et que tu as réussi à surmonter, dont tu te souviens? Moi, si j'avais un souvenir où j'étais vraiment en chirurgie, dans une chirurgie où ça s'est passé vraiment de façon inattendue, avec quelque chose à faire qui était vraiment pas prévu, puis inattendu, Mhm. et où vraiment je me suis retrouvé à me dire, mais comment je vais pouvoir m'en sortir, et par une espèce, je sais pas, j'ai pu m'en sortir. Ok. Et j'ai jamais su, je sais plus comment j'ai fait pour m'en sortir, pour pouvoir faire le geste que je devais faire, qui était un geste hyper précis, délicat, avec dans un truc où il y avait un geyser d'eau. Enfin bon, c'était épouvantable, c'était fou. Oh, ok. Et je sais pas, j'ai réussi à le faire, et en plus la personne n'a pas eu de problème derrière. Pour moi, c'était presque, bon, je sais pas, c'était extraordinaire. Voilà, c'est une expérience, ce patient, c'était pour moi une expérience extraordinaire où j'étais confronté à quelque chose un peu d'extraordinaire. Ouais. Ok. On ne sait jamais, tous les corps sont différents. Quand on opère, c'est toujours une aventure, hein. Même si c'est parfois une opération très simple. Il faut toujours être plus l'opération est simple, plus il faut être vigilant à la limite, parce que c'est dans les choses les plus simples qu'il faut vraiment. Est-ce que toi, tu avais un penser. rituel avant de commencer une opération ou tu le faisais comme ça? Non, mais je me mettais dans une position positive et un ressenti. J'aimais bien me mettre dans une certaine attitude intérieure, quoi. Et c'est- J'avais l'impression, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais, comme on dit en physique quantique, l'observateur influence sur le résultat de l'expérience. Bien sûr. euh, J'ai l'impression que suivant ce que je pouvais mettre, je pouvais influencer sur le résultat de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le geste technique, qui était très important, mais il y avait aussi quelque chose d'en plus. Voilà. J'ai toujours cette pratique un peu comme ça, de la chirurgie, et même de la relation avec les gens. Je pense qu'il y a une part qu'on contrôle et qui est codifiée, mais il y a une part qu'on ne contrôle pas vraiment et qui fait partie, c'est ce qui explique d'ailleurs tous les effets, à la fois les effets nociceptifs quand ça se passe pas bien avec un patient, que les effets positifs, quand le mot m'échappe là, les placebos, les effets placebos qu'on obtient avec des patients, alors que simplement parce qu'on amène une. Je pense que la relation, comme on est des êtres vibratoires, de vibrations, ça fait partie vraiment de la médecine. Les vibrations qu'on dégage, qu'on transmet de façon parfois inconsciente, hein, parfois plus ou moins aussi consciente, mais pas souvent inconsciente, parce que ça influence sur le résultat. Ok. C'est Et tu avais pas, l'impression c'est pas de. très simple, la médecine. Ouais. C'est complexe. Il y a Ouais. vraiment beaucoup de paramètres. Hmm. Et Et, celui-là, c'est un paramètre important pour moi. et est-ce qu'il y avait une méthode que tu utilisais pour justement essayer de transmettre la meilleure vibration possible? Parfois je l'ai fait surtout à la fin, Hmm. quand j'exerçais, oui, quand j'avais fait, surtout chez les enfants, où je voyais que, en fonction de ce que je dégageais, je pouvais vraiment conditionner le comportement de l'enfant Ah. et de rassurer, le mettre Ah. dans un état de quiétude, où je pouvais lui mettre dans un état de confiance et de lui parler de façon subliminale, avec le regard, avec des choses positives, et que pour le calmer, le mettre dans une position de réceptivité, où il se sente en fait en sécurité, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus sensible que d'autant plus efficace et d'autant plus important que l'enfant est particulièrement sensible. Tous les enfants qui sont un peu autistes, notamment, ou qui sont des spectres, qui ont des syndromes du spectre autistique, Ouais. sont des enfants qui ont une sensibilité très 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 particulière. Et donc ça permet, mais je pense que cette sensibilité, elle se retrouve chez tous les enfants en fait, hein.
Et une des choses les plus importantes que j'ai eu à pratiquer, c'est de toujours dire aux parents, ne parlez jamais de façon négative à votre enfant. Le cerveau ne comprend pas la négation. Si vous dites ça ne va pas te faire mal, l'enfant entend ça va te faire mal. Et quand les parents disaient ça, je dis surtout pas, ne le dites ça, il faut jamais. J'étais obligé de leur. C'est des choses qui sont, comment dirais-je, qui sont pas toujours connues, mais le cerveau ne comprend pas la négation. Et même pour soi, quand on dit ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne mets pas ça là, etc., le cerveau il va pas vraiment comprendre la négation. Et quand on fait du sport, par exemple, moi je fais beaucoup de sport, et bien le fait de dire ne fais pas ça, et ben tu le fais. Par exemple, il faut jamais présenter les choses. Il faut toujours dire va de façon mais pas la formuler de façon négative. Et même quand on parle, et on devrait tous le faire, ça s'appelle le langage subliminal. C'est le langage symbiotique. Le langage symbiotique, c'est justement de ne jamais parler en négatif. Et ça permet dans une relation, par exemple, d'avoir une relation beaucoup plus simple, que les gens se comprennent beaucoup mieux quand on ne leur parle pas avec des phrases négatives, dans la négation. Oui. Et dans la vie, en général, il faut justement éviter toutes ces négations. C'est pas facile. Ça, c'est vrai, c'est un principe psychologique. Quand tu dis ne pense pas à un éléphant rose, la chose que la personne fait, c'est elle pense forcément à un éléphant rose. Exactement. Dans ses yeux. Voilà, ça, c'est exactement ça. Là, tu as bien résumé la chose. Voilà. Parmi ces 40 années de carrière, c'est quoi le bilan un peu que tu tires, le bilan personnel? J'ai eu le temps de réfléchir justement un peu à tout ça, mais pour moi surtout, je suis très heureux d'avoir pu traverser ces 40 années en ayant une bonne relation avec mes patients. D'accord. Moi, c'est le côté relationnel qui était mis en évidence avec mon départ. Tout le monde était là, il venait me voir une dernière fois. C'est vrai? Ah, c'est génial ça. Mais bon, c'est génial. C'est ce côté de relationnel, et je pense qu'il est encore plus important chez un médecin généraliste, mais un spécialiste aussi, mais un peu moins, à un niveau moins, mais c'est ce relationnel gratifiant, reconnaissant. On croit que, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a 50 ans en plus, c'était encore plus important que ce que moi j'ai vécu. Et je pense que les jeunes maintenant, je suis pas sûr qu'ils aient, comment dirais-je, pas cette volonté, mais cette attirance-là. Ils ont plus la peur, malheureusement, de ne pas bien faire, la peur d'être reprochés. Et moi personnellement, je pense que c'est une des perversions les plus terribles qui nous est tombée dessus il y a une vingtaine d'années, quand on devait informer exactement de tous les effets négatifs de l'intervention, tous les risques, toutes les complications, tout ce qui allait leur tomber dessus peut-être, etc. J'ai trouvé que c'était une perversion terrible, parce qu'on faisait tout pour que, à la limite, la personne ne se fasse pas opérer. Ou alors, en général, ils disaient, mais je vous fais confiance, qu'est-ce que vous pensez? Mais bon, pour moi, ça a toujours été... Alors que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de praticiens qui n'avertissaient pas leurs patients, qui les opéraient sans leur dire ce qu'ils allaient faire, etc. C'était le côté... Pour pallier à ce côté-là, on a fait une réponse qui, à mon avis, n'était pas appropriée, était aussi destructrice d'une relation que le médecin avait de confiance, qui n'était plus sur un registre de confiance, mais sur un choix suivant les complications, les machins physiques. J'ai jamais. Un jour, j'ai parlé avec le fils d'un patron qui m'a dit, mais moi, quand je me suis fait opérer, ils sont venus pour me dire tous les risques que j'allais. Il m'a dit non, je ne veux pas le savoir. Lui, il a dit, parce que lui, il savait, il a dit non, moi, je ne veux pas le savoir, je vous fais confiance. C'est cette attitude-là qui se perd actuellement, tu vois, depuis une dizaine d'années, ça s'effrite. Et c'est vraiment... Bon. Voilà. Je ne sais pas ce que sera la médecine de demain, mais c'est un peu le problème. Tu as parlé de ta relation patient-médecin. Moi, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que tu penses que le rapport à l'argent qui rentre dans cette relation, comment tu penses qu'il influence cette relation?
Personnellement, le rapport à l'argent, quand on est comme moi en secteur 1, c'est-à-dire que en fait, je suis un salarié déguisé de la Sécu. J'ai jamais demandé de l'argent en patient. Pour moi, dans la relation, il n'y avait pas d'argent. Ah, Oui, pas parce que le patient ne payait pas. Oui, il payait, il avançait une part, il était remboursé après. Mais même à la fin, il ne payait plus. Parce que c'était pris à 100% à partir depuis une dizaine d'années. Donc, moi, j'avais été contre ça. Quand j'étais aux Unions, j'avais été contre la gratuité des soins. d'accord. Parce que je pensais que dans la relation, c'était pas forcément payé beaucoup, mais c'était important. Ouais. Qu'il y ait donc, au niveau valorisation du geste, c'était, même si c'était peu, c'était quand même qui était important de le faire. Et puis, deuxièmement, ça permettait aux patients de venir vous voir quand ils voulaient, machin, pour n'importe quoi. Le seul côté qui a fait accepter les choses, où il y avait deux personnes, il y avait une autre personne et moi. Et donc ça a été voté. Et le truc, c'était d'accord. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça faisait énormément de revenus. Et c'est vrai qu'il y a des médecins pour qui c'est important. Mais je pense que la majorité des médecins, c'était important de la gratuité parce qu'ils étaient payés beaucoup plus par la caisse. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je voulais qu'ils restent. À la limite, je voulais faire payer, mais c'était pas pour eux. Ils voulaient pas faire payer pour gagner plus. Hein, en gros, c'était ça. Et moi, je leur avais dit à l'époque, mais attends, là, vous tombez peut-être dans un piège, parce qu'on vous demande de vous informatiser aussi. C'est que dans un deuxième temps, on vous dira, monsieur, vous voyez 100 personnes par jour, c'est pas possible. On va vous limiter maintenant à 50. Après, on va limiter à 30 peut-être. Parce qu'il y a des cabinets, c'était monstrueux, quoi. Donc, je leur ai dit, ils vont savoir exactement tous vos revenus, etc. Et donc, ils vont pouvoir vous limiter. Et à mon avis, ça aurait dû évoluer comme ça. Sauf qu'à La Réunion, ils ont été sauvés par quoi? Parce qu'en métropole, ils ont refusé la gratuité des soins. En métropole, ça a été refusé. Donc, La Réunion, qui était pilote, qui était département pilote, a eu cette... entre guillemets, cette possibilité qui avait du positif de cet côté, mais pour moi aussi du négatif, comme j'ai expliqué, de l'autre côté. Donc c'est toujours comme toujours toute chose. On revient toujours à la même chose. D'accord. Quel que soit le problème qu'on va aborder, on aura toujours la même... si on essaie de faire une analyse à peu près correcte, on verra que... Voilà, il y a toujours pour tout et pour tout. Bon, ici, c'est toujours comme ça sur cette planète, c'est comme ça que ça fonctionne. La dualité, elle est partout. Il y a une dernière chose, une dernier message sur laquelle tu voudrais insister ou suggérer quelque chose. Moi, si j'ai essayé d'apprendre ça à mes enfants, très tôt d'ailleurs, parce que la vie m'a donné beaucoup de cadeaux, des gros cadeaux à gérer. Et une des premières choses que je leur ai apprises, c'est justement à accepter les événements de la vie et à toujours voir au-delà de la première impression négative de ce qui t'arrive, de voir en fait, et ça demande parfois un petit peu de temps simplement, mais ne pas rester là-dessus pour pouvoir après le positif qu'éventuellement tu pouvais obtenir en dépassant la situation en question qui va t'amener sur une vision du monde et une vision de l'humain différente et qui va te faire avancer. Donc d'accepter tous les événements de la vie comme un cadeau, même les plus parfois impossibles à accepter. Et c'est vrai qu'il y a des cas où on se dit mais c'est pas possible, mais si on y réfléchit, si on se donne le temps de réfléchir et qu'on voit, il y a un très bon film pour ça, c'était un film où c'était le titre, c'est c'est un gamin qui a un cancer et le couple dit pourquoi ça vous est tombé dessus, etc. C'est le premier truc qu'on trouve. Moi, je me suis occupé pendant 15 ans d'enfants handicapés, hein, donc, parce que j'ai eu un enfant handicapé, c'est pour ça que ça m'a amené là-dessus. Ah, d'accord. Et donc, la guerre est déclarée. D'accord, oui, ok. C'est ça, voilà, le film. Et donc, le couple dit pourquoi ça et à la fin, bon, ils ont failli se séparer, puis ils se retrouvent quand même à la fin. Et il dit, mais je crois que c'est le mari ou la femme, je ne sais pas qui c'est qui dit à l'autre, mais je pense que c'est parce que on était
capable de le dépasser. On était capable de l'accepter. Ou on était capable de le vivre. Je ne sais plus exactement la phrase. Mais ça retombe là-dessus. C'est-à-dire que ce qui vous arrive, en fait, c'est... Bon, à la fois, ça résume, mais pas complètement. C'est qu'on peut ne pas être capable et être victime, comme je disais tout à l'heure. À ce moment-là, on le subit. Ou alors, on est capable de le dépasser. Et à ce moment-là, on grandit. Et dans ce film, il y avait ça qui était en jeu. C'est être capable de dépasser... pour ne pas rester dans la situation de croire que c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pourquoi moi, pourquoi pas lui, etc. Et ça, c'est des questions qui sont complètement paralysantes et complètement sclérosantes, et il faut absolument vite se débarrasser de ce genre de questions. Ça me fait penser ce que tu m'as dit, un peu un principe stoïcien qui dit que l'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin, tout à fait. Ben, c'est exactement ça. C'est Super. exactement ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Parfait. Okay. Super.